Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le sacré monstre que vous avez parfois été, rend hommage à deux monstres sacrés. Vous racontez dans un livre combien 100 ans après leur naissance, ils demeurent chers à votre cœur comme à celui de beaucoup d'entre nous. Bonjour Benjamin Castaldi. Bonjour. C'est vrai que ce livre, c'est Montand et Signoret, je vous ai tant aimé, on les a beaucoup aimés aussi, aux éditions du Rocher. Ouais. On va en parler tout au long de l'émission, puisqu'en racontant votre parcours, ce qui est le principe des clés d'une vie, on va évoquer vos jeunes années avec Yves Montand et Simone Signoret. Eh oui, forcément. Alors, la première date que j'ai trouvée, puisqu'il y en a 4 dans l'émission, alors c'est une légende qui remonte au 4 mars 1991, où c'est la première de ce jeu. Il paraît que vous avez été candidat anonyme dans Que le meilleur gagne. J'ai vu ça sur Wikipédia. Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, le jeu de Nagui, mais c'était sur la 5e. C'est la 5e à l'époque, oui. À l'époque, feu la 5e. Il y avait 200 personnes sur le plateau. 200 personnes, et j'étais persuadé que j'allais gagner d'ailleurs. Oui. Je me suis fait sortir très vite au tout début de l'émission. Oui, c'est vrai. Oui, Mais absolument. comment vous êtes retrouvé là-dedans? Alors, c'est pas tout à fait un hasard, parce qu'en fait, ma belle-mère de l'époque, c'était Marie-France Brière. Oui. Il se trouve que Marie-France Brière travaillait à la 5e, et elle m'avait dit bah, écoute, tu devrais essayer de faire le jeu, etc. Et c'est là où j'avais d'ailleurs à l'époque rencontré Jean-Luc Reichmann, Oui. qui s'occupait du public. Qui n'était pas encore le Jean-Luc Reichmann que l'on connaît maintenant, célèbre animateur sur TF1. Donc oui, ça m'amusait beaucoup. Je l'avais fait avec un copain, et c'est en fait. Malheureusement, les images n'étaient pas retrouvées. Oui, Mais impossible à trouver. C'est ma première, ça doit être ma première apparition télé. J'avais 21 ans, j'avais. Voilà. Donc, Que le meilleur gagne, c'était un jeu de Nagui, qui est un jeu américain ou anglais, selon les sources. C'est étonnant parce qu'en France, finalement, on n'a vendu qu'un seul jeu aux Américains dans l'histoire, qui s'appelait 100 francs par seconde, un jeu de Jean-Jacques Vital dans les années 60, que les Américains ont repris et ils ont fait un triomphe à la radio et à la télé. Ça consistait à gagner 100 francs par seconde en répondant à des questions jusqu'à ce qu'un incident se produise qui avait été prévu d'avance. Et là, on perdait tout. Ah oui, d'accord. Alors, le jeu, ça a aussi été votre passion, et vous l'avez souvent dit, vous aviez une martingale et vous avez failli vous ruiner au casino, Benjamin Castaldi. Non, alors je n'ai pas failli me ruiner au casino. J'ai souvent gagné. Oui. Vous avez souvent gagné, être connu aussi. J'ai souvent gagné, être connu. Non, je ne me suis jamais mis en danger au casino. Je ne suis pas ce qu'on appelle un joueur incontrôlé et incontrôlable. J'ai joué, c'est vrai. J'ai toujours joué ce que je pouvais perdre. Parfois j'ai perdu beaucoup, mais j'ai 2-3 faits d'armes historiques au casino, donc dont un d'avoir fait sauter la banque à Monaco. Donc l'un dans l'autre, je dois être quitte, je pense. Exactement. Mais à Monaco, moi je me souviens quand j'y allais, je voyais des vieilles dames à 16h. En fait, pour attirer le client, ils se donnaient des jetons à des vieilles dames pour les occuper, et ça attirait d'autres joueurs. Ah oui, mais moi je jouais que à la roulette. Hein. Ouais. Je jouais pas du tout. C'était la roulette. Au bandit manche. Bah voilà, j'ai dû me faire pigeonner par une vieille dame alors. C'est assez rare chez vous. Alors finalement, votre vie, le jeu de la vie, ça a commencé à Boulogne. Vous êtes né à Boulogne, je crois. Ouais. Et votre mère, c'est Catherine Allégret, et votre grand-mère, Simone Signoret. C'est quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, ça commence bien. Et mon père, c'est Jean-Pierre Castaldi quand même. Voilà. On va rappeler mon géniteur aussi masculin, le pauvre. Et votre grand-père, c'est Yves Allégret, ce qui fait que votre grand-père adoptif, c'est Yves Montand. Oui. Mais il se considérait pas comme un grand-père, je crois, mais comme un copain. Alors c'était plus qu'un copain. On va dire C'est que lui qui le disait. Mais c'est vrai qu'il disait mon copain. C'est vrai qu'il disait mon copain Benjamin. Mais non, il a été. C'est compliqué, mon temps, parce que c'était un électron libre dans la famille. Ah, oui. C'était vraiment celui qui arrivait après tout le monde ou avant tout le monde, qui repartait après tout le monde ou avant tout le monde. C'était celui qui disparaissait 3 semaines. On découvrait qu'en fait, il s'est installé au Concorde de Lafayette. Au dernier étage, donc il était assez insaisissable, c'est vrai. Mais je pense que sur la fin de sa vie, il a été. D'abord, il était extrêmement proche. On était extrêmement proches. Mais on s'est beaucoup parlé. Certainement parce qu'il est devenu père entre-temps et qu'il a dû se dire tiens, peut-être que je verrai pas forcément tout de mon enfant, et je devais peut-être pas grandir, en tous les cas, jusqu'à 20 ans. Moi, j'avais 20 ans à l'époque. Donc, paradoxalement, la naissance de son fils, qui aurait pu un peu nous éloigner, nous a finalement rapprochés.
Alors, l'école, pour vous, je crois, au départ, c'était l'école alsacienne qui a été fondée juste après que les Allemands aient gagné, aient pris le traité de Sedan et les Alsaciens ont quitté l'Alsace-Lorraine et ont construit une école à Paris. Et c'est cette école que vous avez fait à vos débuts. C'est l'école alsacienne parce que ma mère avait été à l'Alsacienne et moi, comme j'étais pas très très bon élève, je suis rentré là-bas en classe de 8e. Et j'y suis resté jusqu'en classe de 3e, où on m'a demandé d'aller voir ailleurs si j'y étais. À Saint-Mandé, je crois, non? Et je suis parti effectivement après à Saint-Michel de Picpus de Saint-Mandé, où on m'a aussi demandé d'aller voir ailleurs si j'y étais en classe de première. Donc je me suis retrouvé à l'IPME, une boîte à bac épouvantable. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je crois qu'après vous, ils ont fermé. Et en fait, ça a été un révélateur, un choc pour moi, parce que finalement, j'étais pas du tout d'abord, j'étais pas un élève épouvantable, j'étais loin d'être un médiocre, on disait de moi que j'étais un fumiste sympathique, mais fumiste quand même. Donc j'avais 8-9 de moyenne, quoi. Et j'ai tellement souffert à l'IPME que mon père m'avait dit, écoute, si tu deviens bon élève, si tu es premier de la classe, je te sors de l'IPME. Je peux vous dire qu'on est tellement chié que je suis devenu premier de la classe et que j'ai évidemment été sorti de l'IPME pour finir tranquillement ma scolarité à Sainte-Barbe, en plein quartier latin. Et là, je crois que c'est l'année la plus géniale de ma vie à l'école. Alors, il y a une matière dans laquelle vous étiez bon, je crois, c'est l'histoire géo. Grâce à mon temps, il y a des livres sur la Seconde Guerre mondiale que vous aviez découvert chez lui. Absolument. J'ai eu la chance d'avoir sous les yeux la Seconde Guerre mondiale en 24 tomes. Mais je pense que c'était la guerre quasiment jour par jour. Oui. Avec les cartes de combat, les dessins, les photos des armes, alors à la fois des Alliés et des Allemands, avec des récits des soldats, avec des récits des déportés, avec des récits de ceux qui gardaient les déportés. Enfin, malheureusement, je n'ai plus cette encyclopédie. Mais ça a été pour moi comme si je me plongeais dans un gigantesque film en couleur, parce que tout était en couleur et en noir et blanc, mais il y avait beaucoup de choses en couleur. Et ça a été un révélateur historique pour moi, parce que je me suis rendu compte à quel point la Seconde Guerre mondiale, finalement, on vit encore aujourd'hui sur les ruines de cette Seconde Guerre mondiale, mais surtout sur ce qu'elle a amené. À part le bloc Est qui a fini par tomber, largement remplacé par le bloc asiatique et par la Corée, finalement. Je pense que c'est l'élément fondateur de notre siècle à nous et du siècle du XXIe siècle. Et curieusement, Benjamin Castaldi, Simone Signoret vous reprochait de ne pas lire, oui. Et elle vous lisait à haute voix les pages de Adieu Volodiak. C'est moi qui lui lisais. Oui. Parce qu'en fait, elle avait plus de vue, elle voyait plus rien. Et en fait, elle était désespérée par mon niveau de connaissance littéraire qui était proche de zéro. Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'étais excessivement pas intéressé par tout ce qui était au grand auteur français. En plus, moi, à la campagne, on avait une énorme bibliothèque où il y avait tout Balzac, tout Flaubert, tout Zola, tout Montesquieu, Maupassant, enfin, j'en passe et des plus chiants. Je fais dans la provoque, évidemment. Et en fait, ça l'a désespéré que je ne lise rien du tout. Et le dernier été que j'ai passé avec elle à la campagne en 85, elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu me lises mon livre, comme ça comme je vais en faire encore un peu, peut-être la promo, je vais me remettre un peu en mémoire, donc j'aimerais bien que tu me lises. Et c'était une façon pour elle de me faire lire, de vérifier quand même que je savais lire, parce qu'elle était arrivée à un stade où elle était même pas sûre que je sache très bien lire. Et surtout, je pense que c'était un moment de complicité avec elle, parce que ce roman, Adieu Volodiak, c'est vraiment, je pense, ce dont elle est le plus fière dans sa carrière, certainement plus fière que l'Oscar. Tout à fait. Moi, on a découvert une romancière avec la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Et moi, je me souviens d'une visite à Auteuil. Un jour, je suis allé là-bas. Elle était désespérée parce qu'un article de Minute, elle l'avait traité avait mis plus bas que terre parce que Jean Edernalier avait raconté n'importe quoi. Et ça l'avait profondément blessé. Jean Edernalier qui racontait n'importe quoi, ça c'est un pléonasme. Oui. Mais la nostalgie, c'était une biographie. Hein. C'était merveilleusement écrit. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a écrit derrière, elle a écrit Le lendemain était souriante, qui était une réponse au fait qu'on l'ait accusé à tort d'avoir fait écrire ce roman cette biographie par un autre. Et moi, je peux vous dire que je peux bien certifier qu'elle l'a écrit, parce que j'ai passé mon été de 75-76 à la campagne et qu'elle passait ses journées à taper à la machine, ce qui
pareil, m'agaçait prodigieusement parce que pour le coup, j'avais besoin qu'on s'occupe un peu de moi. Et elle s'arrêtait vers 18h, 19h, moment qu'on passait ensemble à faire des bulles de salon ou à bouffer des crêpes. Voilà. Alors, il y a aussi une chose étonnante sur vous, ce qu'on ne sait pas, Benjamin Castaldi, c'est que vous avez débuté au cinéma à 12-13 ans avec un film tourné au ministère des Affaires étrangères. Comment vous savez ça? Enfin, je me suis renseigné. Ça s'appelait Malchance. Comment vous savez ça? Ah, Alors ça, c'est... Alors là, Jacques, vous excusez-moi, mais vous me bluffez parce que... Comment vous connaissez ce film Malchance? ça a été tourné avec Thomas Chesson, je crois, le fils de Claude Chesson, qui était ministre des Relations extérieures à l'époque. Mais oui. Et vous alliez là-bas tranquillement. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Benjamin? J'ai dû le raconter quelque part, c'est pas possible. Je l'ai pas raconté dans mon premier livre, non, peut-être. Non, c'est vrai. Écoutez, alors à l'époque, moi j'étais fan, en fait, d'histoire. Je suis devenu fan d'histoire sur le tard, mais j'étais fan de cinéma parce que pour le coup, mon père m'a emmené très tôt beaucoup au cinéma. Et en fait, je voulais devenir réalisateur. Donc l'été, effectivement, on tournait nos films qu'on avait écrits pendant l'année scolaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire nos cours de histoire géo, maths, sciences nat, chimie et autres, on écrivait des vrais scénarios. Et Malchance, c'est effectivement un scénario qu'on a tourné au ministère des Affaires étrangères à la résidence secondaire, parce que le ministre des Affaires étrangères a une résidence secondaire. D'accord. Peu de gens savent, c'est que parmi les ministres, c'est le seul, je crois, avec le président qui a la lanterne. Lui, il a un château sublime qui est à Vaucresson ou à Versailles, enfin je sais plus. Et en fait, on nous avait confié cet endroit, ce palais présidentiel, avec ses 27 hectares, tout son personnel. Et tout ce château gigantesque avec des souterrains, des tunnels, les gardes du corps qui étaient là pour nous. Donc du coup, on a fait tourner les gardes du corps avec les bagnoles de flics. Donc on avait des scènes d'action, on mettait des balles à blanc dans leurs flingues à eux et les gens se tiraient dessus. Mais j'aimerais bien retrouver. Alors je ne sais pas où sont les cassettes, mais là, si vous les retrouvez, chapeau. Mais oui, effectivement, Malchance. Et d'ailleurs, il y avait une scène. On avait fait une scène un peu érotique, enfin qui ne devait pas être érotique, mais qui avait fini par être érotique parce qu'il y avait la cousine de Thomas qui était venue faire le rôle d'une personne âgée, mais elle devait avoir 16 ans ou 17 ans. Et on l'avait filmé comme ça en contre-plongée, vous voyez ces énormes seins, et elle était censée délirer à cause de la fièvre. On avait vraiment l'impression que c'était un film de cul ce qu'on était en train de faire. Vous avez fait Malchance, vous me bluffez là. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date importante de votre vie, le 13 septembre 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Benjamin Castaldi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benjamin Castaldi. Il y a ce livre, Je vous ai tant aimé, où vous parlez de mon temps et s'ignorer au Rocher, on en parlera tout à l'heure. Mais si je vous parle du 13 septembre 1994... C'est ma première à celui Gabriel. Et voilà, on écoute le générique pour se rappeler cette émission. Alors, tout a commencé, vous êtes un peu à la rue, vous avez monté une entreprise de pizza qui s'est cassé la figure. Tout s'est cassé la gueule. Voilà. Tout. Non, je reviens de Los Angeles surtout. Voilà. Où j'étais faire le producteur. Oui. J'étais quand même le seul mec au monde à partir à Los Angeles pour produire une chanteuse israélienne donc que tout le monde a oublié, qui s'appelle Esther Galil, pour relancer sa carrière à Los Angeles. Voilà. Autant vous dire que ça a fait long feu. Bon, donc sur le conseil de votre mère, vous appelez Michel Drucker. Ouais. Et puis, je crois que c'est Françoise Coquet qui vous parle d'un casting. Alors, d'abord, je rencontre Michel, qui, bien évidemment, qui a toujours été très reconnaissant pour mes grands-parents et qui, par voie de conséquence, s'est senti obligé de recevoir le petit-fils, ce qui est plutôt bien. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans ce métier, d'avoir un peu de mémoire. Oui, c'est vrai. Et donc, Michel me reçoit. Il me dit, j'ai 5 minutes, ça dure évidemment 1h30. Je lui raconte toute mon aventure incroyable à Los Angeles, où j'ai rencontré les Guns N' Roses, Bill Paxton, etc. Et il me dit, il est mort de rire, il me dit, moi j'ai rien pour toi, mais en revanche, on fait un casting, on cherche des petits jeunes pour prendre des chroniques, cinéma, musique, télévision. Donc moi j'ai fait un casting avec lui, au studio Gabriel. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais terrorisé. Et faut croire qu'il a eu du nez parce que il m'a dit, écoute, je vais te prendre, tu vas t'occuper du cinéma. Ce qui était assez bien joué de sa part parce que avec mes ascendants, c'était assez logique et c'était le début de ma carrière en télé. Voilà, la première émission, il y a Jean Reno face à vous. Ouais. Vous parlez de 2 films, Wolf et Rouge. Et Wolf, c'est un certain Marwan Kenzari qui a remporté le Golden Calf. C'est l'équivalent des Césars aux Pays-Bas avec ce film. Ah oui, je ne savais même pas. Voilà. Et alors, cette chronique dure 4 minutes. Vous avez prévu 4 minutes et puis vous allez parler 1 minute parce que Michel va dire le reste. Alors Michel, je dois dire que pendant 3 ans, je travaillais énormément pour des chroniques qui devaient durer 5 minutes. Généralement, il lisait mes fiches,
Et il avait le chic, Michel, ce qui m'énervait, mais j'ai mis un peu de temps à comprendre. En fait, comme c'était l'animateur, en même temps, c'était normal, mais il prenait la quintessence de ma chronique. Donc, si j'avais une bonne formule ou un truc qui était vraiment la conclusion de ma chronique, il me lançait avec. Donc, typiquement, je me rappelle très bien, j'avais un film qui était avec je sais plus qui, un polar, et j'avais dit c'était un thriller bureaucratique. J'étais très fier de ma formule, et qui était donc la conclusion. Il me fait alors Benjamin, maintenant on va parler d'un thriller bureaucratique. J'ai dit merci Michel, voilà, j'ai plus rien à dire. C'était très drôle, oui, effectivement. Vous connaissez bien Michel. Alors, vous connaissez bien, vous, le cinéma, Benjamin Castaldi, puisque je crois que depuis l'âge de 12 ans, vous voyez à peu près 10 films par semaine, et avec votre père, Jean-Pierre Castaldi, vous alliez régulièrement au Grand Rex. Ah oui, je sais pas comment vous savez ça, mais c'est vrai que le Grand Rex, c'était une tradition paternelle. On y allait évidemment au moment de la Féerie des Eaux. Oui. Je sais même pas si ça existe encore. Ça. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Encore un truc qui a disparu de l'ancien temps. Et on allait voir. Dès qu'il y avait un événement, on a vu là-bas, on a vu Blade Runner, on a vu Star Wars, on a vu Indiana Jones, on a vu voilà tout. Dès qu'il y avait un film, on a vu Rambo, on a vu tous ces films-là. Et c'est vrai que mon père adorait m'emmener au Grand Rex. Mais mon père m'emmenait au cinéma le mercredi pour les sorties de films, et aussi généralement deux fois, le samedi et le dimanche. Et d'ailleurs, parfois, il m'emmenait voir des films qui créaient un peu la polémique dans la famille, parce qu'il m'avait emmené voir Le Toubib. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Avec Alain Delon. Alain Delon, absolument. Et c'était un peu cul parfois. Oui. Ma mère m'avait dit mais qu'est-ce que tu emmènes ton fils voir Le Toubib? Fallait tout voir à l'époque. Alors, le Grand Rex, il faut savoir, c'est une salle construite par Jacques Haïg en 1930, qui avait également l'Olympia. C'est-à-dire que si Montand était parmi nous aujourd'hui, il aurait chanté au Grand Rex, c'est évident. Peut-être. Ah non, c'était pas assez grand. Il y avait 3000 places. Ah mais c'est pas assez grand. Ouais, il a fait 6 mois au Théâtre de l'Étoile qui faisait 2000 places. C'est vrai. Il est resté quasiment 10 mois à l'Olympia. Oui, exactement. 10 mois, c'est le record. Et à guichet fermé. Ah, mais il a annoncé, je vous entends parce que nous on était à Auteuil, il a annoncé qu'il remontait sur scène dans le 13h, je crois que c'était le 13h, ou peut-être le 20h de France 2, et je crois que le lendemain, il n'y avait plus de place. Eh ben, je vais vous dire, moi j'étais jeune journaliste à Radio Monte Carlo, et j'ai fait le siège pendant 4 jours pendant le tournage de Claire de Femme, place des États-Unis. Et à la fin, il m'a donné le scoop. Il m'a dit, gamin, je vais te le dire, et il m'a donné le scoop de l'Olympia. C'est bien ça. Voilà. Comme quoi, en journaliste, il faut être comme ça, faut être opiniâtre. Voilà. Pendant 4 jours, il parlait pas, puis brusquement, il s'est détendu. Ouais, c'est ça. C'est exactement. On peut plus vous voir en fait. Exactement. Alors, après Drucker, il y a eu une émission qu'on a un peu oubliée, mais qui était L'étoffe des ados. Très bonne émission. Sur la 5e. Excellente émission. C'est bien parce qu'avec vous, on reparle d'émissions dont on a un peu parlé. Excellente émission, une vraie mission de service public, puisqu'on se rendait dans les lycées de France, et y compris dans des endroits où il est de bon ton maintenant de faire des émissions, mais nous on y allait, c'était pas la mode. On allait en quartier, en ZEP, qu'on appelle des zones d'éducation prioritaire, et on allait à la rencontre de gamins qui étaient pas loin d'être paumés d'ailleurs, qui faisaient tout pour s'en sortir, qui étaient une bonne image de la banlieue de la cité d'ailleurs. Et l'émission a arrêté parce que le sponsor s'est retiré, c'était Coca-Cola. Et je trouve ça dommage que le service public n'ait pas continué cette émission qui était pour le coup une vraie fenêtre sur l'éducation et sur les années lycée et collège. Voilà. Et puis il y a eu votre grande chance, ça a été d'être chroniqueur dans Célébrité, Jean-Luc, qui a été la première émission People de la télévision française. Alors ça a été pour moi, ça a été un grand moment parce que j'ai pu continuer d'abord à faire ce que j'aimais faire avec Drucker, c'est-à-dire les interviews de stars américaines, donc j'en ai fait à l'appel. C'est pour Célébrité que j'ai fait le plus gros scoop de ma carrière, qui était l'interview croisée de Sharon Stone et Daniel Mitterrand. C'est une histoire incroyable. Vous avez réussi ce que personne n'avait. Alors, c'est un peu comme vous avec Montand. À l'époque, il y avait une personne qu'il fallait avoir sur Terre, mais une, hein, là je me la raconte pas, c'était Sharon Stone, qui refusait tout. Bon. Moi, comme depuis mon aventure américaine, j'avais quand même 2-3 contacts à Los Angeles. Tout n'a pas été vain à cette époque-là. Je me dis, je vais y arriver. Donc, je passe par les fourches classiques. Ça ne donne rien, évidemment. Bon. Et comme j'apprends qu'il y a une remise de prix au White Temple, qui est un temple américain à Los Angeles, en présence de Daniel Mitterrand avec le Dalai Lama, je me dis, je vais me servir de Daniel Mitterrand que j'avais reçu à la radio sur Europe.
Et puis comme ça, je vais, bim bam bam, je vais réussir à avoir Sharon Stone. Et donc je monte le tournage, j'obtiens le budget pour le faire, qui était à l'époque colossal. Hein. Je crois que je fais engager près de 80 000 francs. C'est beaucoup d'argent. Hein. Pour mon tournage, le billet d'avion, je saute dans un avion. Évidemment, je me dis que je vais partir avec Daniel, comme ça je pourrais l'approcher dans l'avion. Et donc je me fais payer un billet en première classe parce qu'il faut que je sois près de Daniel Mitterrand. Manque de bol, elle était en business, donc je ne suis pas à côté d'elle, donc c'était un coup d'épée dans l'eau. Bref, et je dis à mon correspondant américain, je dis voilà, on va aller avec Daniel Mitterrand au Wise Temple et on va coincer Daniel et Sharon. Et il me dit, Sharon n'acceptera jamais. Parce que personne, mais je dis, mais tu verras. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai réussi ça, mais on s'est pointé au West Temple. Il faut savoir que quand il y a le Dalai Lama, il y a une sécurité qui est équivalente du président américain, donc c'est impossible de bouger. Et lui, il est parti 5 minutes plus tôt, donc la sécurité a pu se libérer. On s'est mis chacun à 4 aux sorties. Je suis tombé nez à nez avec Daniel Mitterrand, il y a 40 choses. Je dis, mais aïe. Et les deux m'ont suivi. Et j'ai fait 45 minutes d'interview croisée avec les deux. J'ai revendu ça à Paris Match à l'époque. C'est incroyable. Ah, incroyable. Mais c'est un coup, parce que je leur ai raté mon coup, ça m'aurait coûté cher. Eh ben, vous l'avez réussi et vous n'avez pas réussi que ça. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 26 avril 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Benjamin Castaldi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benjamin Castaldi. Tout à l'heure, on parlera longuement de Je vous ai tant aimé, Montant et Signoret au Rocher. C'est un livre familial. Et 26 avril 2001, ça vous dit quelque chose? C'est le lancement du Loft. Exactement, avec ce c'est ma vie générique. sur orbite, ça. Voilà, on écoute le générique. 11 célibataires coupés du monde. Alors, ce générique est culte, mais Ouais. curieusement, la première s'est déroulée dans une indifférence générale de la presse comme du public, Benjamin Castaldi. Alors, c'est vrai que... alors, ça, c'est marrant parce que, encore, comme quoi dans la vie, les grands moments ou les moments d'histoire, on s'en rend pas compte, c'est que moi, déjà à l'époque, je suis donc sur TF1, donc je suis sur la première chaîne européenne, dans une émission qui cartonne. On fait 3-4 millions à 22h30 quand même. Et M6 se rapproche de moi pour faire cette émission. Et je me dis quand même, M6, la petite chaîne qui monte, ça n'avait pas envie franchement à l'époque M6, on va pas se mentir. Hein. Ouais, je crois que ça s'est passé premier contact au cours d'un cocktail où Hélène Ségara recevait un disque d'or. Ouais, absolument, ouais. Vous en savez des choses. Je suis approché par Alexis de Gemini à l'époque. Et il me raconte cette histoire de Love Story. Je dis, oh là là, ça n'a pas l'air, qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, et je dis, écoute, Kita, moi en plus, dans ma vie, j'étais en train de changer un peu j'étais déjà en train de changer de vie, bref. Et je me dis, bon, il faut que j'assure un peu mon avenir. J'ai rendez-vous avec la direction de M6. Je dis, écoutez, votre truc là, le loft, machin, là, je vais le faire. Bon. Mais surtout, j'aurais un contrat pour la suite. Et en fait, je devais lancer une émission People, qui était, entre guillemets, la concurrente de Célébrité sur TF1. Et il me raconte ça, et puis on avance, et je vais au Festival de la télévision à Monte-Carlo, et était présenté à l'époque Big Brother. Et on me dit, bah tiens, c'est ça le truc que tu vas présenter. Je dis, quoi? Et je vois les images de mecs bodybuildés en train de se faire masser par des nanas avec des seins tout complètement refaits, tout ça dans une vulgarité, dans un langage épouvantable. Je dis, bah dis donc, je dis, bah voilà, je vais faire comme tout le monde. Je vais passer de TF1 à M6, ma carrière va s'arrêter. Je dis, voilà, je vais droit dans le mur. Bon. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, mais pour M6, on allait présenter une mission de société. Rappelez-vous, quand je dis bonsoir à tous, pas un applaudissement, pas un bruit, on entend une mouche voler, c'est d'un sinistre total. Rassurez-vous, le samedi, quand Loana rencontre Jonathan dans la piscine, après, c'était beaucoup plus détendu. Oui, c'est ce qui a tout déclenché. Alors, je crois que quand vous avez hésité, Drucker vous a dit fonce. Alors, non seulement il m'a dit fonce, mais j'ai eu la chance d'avoir un coup de téléphone de son frère, qui était au directeur. Jean Drucker, qui était au directeur. C'est là où on se dit quand même, bon, c'est vrai que quand on est un peu épaulé et un peu aidé, ça aide dans une carrière. Et Jean Drucker m'a appelé, il m'a dit, écoute, Benjamin, en plus, il avait la même voix que son frère. Il me dit, écoute Benjamin, je vais pas te mentir, ce sera un tournant de la télévision, il y aura un avant et un après, ta vie va changer. Moi, je le croyais pas du tout. Hein. Je vous dis franchement. Il était à l'époque patron de M6. Ah, il était patron du directeur, il était au-dessus de Taverneau. Nicolas Taverneau. Et en fait, j'ai évidemment eu la chance de faire cette émission qui a été un raz-de-marée incroyable, parce qu'on a commencé, rappelez-vous, à 18h, on marchait tellement bien, on avait écrasé TF1 à 18h, on nous a mis à 19h face à la gaffe qu'on a écrasé. Parce qu'on faisait 6 à 7 millions à 19h. C'est-à-dire on faisait plus en quotidienne qu'on faisait en prime. Vous étiez le premier surpris.
Ah bien sûr. Ah non mais moi je vous dis, je pensais que j'allais faire une merde. Hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas réinventer l'histoire. Je pensais que j'allais faire une sombre merde sur M6, qui allait se casser la gueule, comme à peu près tout ce que j'avais lancé dans ma vie, hein, parce que j'étais quand même pas, voilà, j'avais pas connu beaucoup de succès à titre personnel. J'avais participé à des succès, mais à titre personnel, j'avais quand même connu pas mal d'échecs. Et je me dis voilà, ça va être. Je pensais que c'était la fin de ma carrière. Hein. Mais ça a été un phénomène de société qu'on n'explique pas d'ailleurs. Oh si, on l'explique aujourd'hui. On l'explique parce que finalement, il y a eu un avant, un après, parce que c'était quand même. Quand on réfléchit bien, et d'ailleurs ma grand-mère l'aurait, je pense, analysé comme ça, c'est que c'était la première fois que les parents, les grands-parents voyaient vivre leurs enfants. Et ceux qu'ils imaginaient d'une certaine façon étaient bien différents entre la façon dont ils se comportaient à la maison et dont ils vivaient à l'extérieur. Et c'est vrai que cette image d'Épinal de la fille qui sort de chez papa et maman en basket et qui met des talons aiguilles et change de bas, à cette époque-là, c'était pas une légende, c'était la vérité. Donc ça a été un bouleversement total. Alors, il y a eu un scandale un soir parce qu'on a appris que Loana avait un enfant, ce qui était théoriquement interdit par le règlement. Alors en fait, tout ça a été monté de toutes pièces par sa mère. Ouais. Qui est l'équivalent, vous connaissez forcément Les Misérables, Oui. C'est Madame Thénardier, hein, D'accord. sa mère. Hein. En pire, je crois. Donc, elle a évidemment vendu toutes les infos à Paris Match. Je le sais parce que mon camarade Bellic, qui est au point maintenant, m'a tout raconté, très cher. Et effectivement, elle avait un enfant qu'elle a eu très jeune. Alors, il y a quand même une revue de presse, je crois, qui mesure plus de 2 mètres de haut. 15 mètres. 15 mètres de haut. 15 mètres de haut. Insensé. C'est une tour. Et alors, curieusement, on se souvient de la première saison du Loft avec Kenza, qui est du journaliste, Jean-Pascal, qui est toujours chanteur. Mais après, on ne parlait pas. Ah non, Jean-Pascal, c'est la Starac. C'est la Starac, oui. C'est pas moi. Non, mais je sais, mais Ouais. Ah oui, aujourd'hui, il a fait un disque il n'y a pas longtemps. Non, mais il y a. Les premiers participants ont marqué la télévision, les deuxièmes beaucoup moins. Voici, il reste Affida Turner quand même. Oui, exactement, mais c'est... Alors, très classe d'ailleurs. Finalement, vous avez continué cette émission, et finalement, après, vous avez aussi innové avec la Nouvelle Star. Ça aussi, ça a été sur après, M6. Pareil, c'était un bouleversement. Et pareil, pour Nouvelle Star, j'avais prévenu M6, j'avais dit, vous savez, nous, on a la Starac qui cartonne en France, on va ramer avec Nouvelle Star, parce que au départ, on n'a pas connu un gros succès, et puis c'est venu après. Énorme succès. Oui, et vous avez fait plusieurs saisons avant de démissionner un jour en pleine saison. Alors non, c'est M6 qui m'a démissionné. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. En fait, très justement, M6 et très logiquement, je n'en veux pas du tout. Moi, pour des questions contractuelles, j'avais envoyé une lettre recommandée que j'ai fait déposer par huissier un samedi matin. Ouais, je vois votre grimace. C'est pas terrible. Donc j'ai fait réveiller le secrétaire général de la société M6 qui a dû venir chercher le pli de huissier de justice un samedi à 8h du matin parce que c'était ma date butoir pour donner ma démission. Oui. Taverneau l'a très mal pris, à juste titre. Et Taverneau a décidé, à juste titre, que je finirais pas la saison Nouvelle Star, qui était dans un triomphe. C'était la saison la plus folle. C'est celle qui a vu triompher d'ailleurs Christophe Houlem. Et il m'a viré en cours de saison, oui. Vous aviez envie de partir? Vous aviez assez, Benjamin Castaldi? Alors, contrairement à ce qui a été dit et écrit, le contrat qu'on proposait à M6 était bien supérieur en termes d'argent que celui de TF1, qui était déjà très important. J'en avais marre de... Le problème d'M6, et qui est un peu le problème de maintenant, c'est c'est une redondance permanente et que je voyais pas d'évolution. J'avais pas envie de faire la Nouvelle Star pendant encore 4 ans. Et j'avais envie de faire du jeu, j'avais envie de... Voilà. Et donc, je suis parti à TF1. Voilà. Et TF1, vous étiez parti, mais Étienne Moujotte vous avez dit « tu reviens quand tu veux » en vous embrassant, et vous êtes revenu sans problème. Alors, il m'avait dit « tu reviendras ». Il m'avait dit, quand je suis parti, la première fois, il m'avait dit « quand on quitte TF1, c'est rare qu'on revienne. » Mais entre-temps, il avait changé d'avis, parce que c'était aussi quelque chose quand j'ai quitté TF1. Mais non, et quand je suis arrivé... En fait, c'est pas vraiment lui qui m'a fait venir, parce qu'il était sur la fin de son mandat. J'oublie son nom, j'oublie à chaque fois, mais bon, bref. J'étais très content d'arriver à TF1. Et il y a eu Secret Story, qui a été aussi un immense succès, qui était une sorte de dérivé de Love Story, Benjamin Alors Castaldi. pareil, ça, j'y croyais pas du tout. À Secret Story, notamment dans l'histoire des secrets. Je pensais que ça durerait 2 secondes, et en fait, ça a duré quasiment 10 ans. Oui, c'est fou. C'est d'ailleurs un peu trop long, je trouve, 10 ans. Oui, mais en plus, c'est un marathon épuisant, parce qu'il y a la quotidienne, le prime time. Comment on fait pour tenir le rythme dans ces cas-là, Benjamin Castaldi? En plus, les premières saisons, c'était vraiment 7 sur 7, et c'est vrai que c'est fatigant. Mais bon, après, en même temps, c'est pas la mine. Hein. Non. C'est pas la mine. Non, mais il faut tenir le rythme, quand Il faut même. tenir le rythme, ouais.
Et finalement, il y a eu aussi, je crois, la ferme Célébrité en Afrique du Sud, avec Jean-Pierre Foucault. Ah, c'est un bon souvenir, c'était une belle foirade, ça. Oui. C'était une belle rencontre avec Jean-Pierre, mais c'était une belle foirade en termes d'audience. Mais Jean-Pierre Foucault, c'est quelqu'un de très drôle. Moi, je me souviens du temps où il était à Radio Monte-Carlo avec Léon. Pour le 1er avril, il y avait Carole Chabrier qui était l'animatrice, qu'ils appelaient Cariole Chaviré. Et il lui a fait préparer la recette de la pêche au thon. Une pêche avec laquelle on met du thon dedans. Et ça a marché. C'est bien, oui. C'est des canulars qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas, oui. Alors, il y a eu aussi un moment mythique, je crois, c'est le concert de Johnny. Flashback, vous avez présenté avant et après à Bercy le concert de Johnny. C'était ma première émission sur TF1. Je peux dire que là, j'emmenais pas large. J'étais en direct, au direct de Bercy. C'est ma première émission et c'est là où j'ai pu me rapprocher aussi de Johnny. Où j'ai eu, parce qu'on a préparé l'émission avant et c'est vrai que c'était un beau moment, ça. Oui, c'est quelqu'un qui travaillait avec un instinct incroyable. Un peu comme Montand. Alors, il travaillait beaucoup moins que Montand, je pense. Mais non, ce qui est incroyable, c'est que ce que je retiendrai en tout cas moi de Johnny, c'est que vous arrivez dans sa loge 2 heures avant. Franchement, on aurait dit un petit vieux, tout grabougri. Il vous reçoit en slip kangourou. On est loin du rocker, du mythique. Et je sais pas par quelle magie ou par quel cocktail détonnant ou par quel produit. En tous les cas, le fait est que quand il monte sur scène, il a une énergie, une pêche. Chapeau. C'était le cas de Maurice Chevalier à 80 ans. C'était un petit vieux dans les coulisses et dès qu'il était sur scène, il y avait une lumière qui se dégageait. Ah bah oui, non mais moi j'ai vu Johnny, pour l'anecdote, j'ai vu Johnny au mariage de Mimi Mati, qui était un peu fatigué, voilà, parce que l'alcool avec modération, c'était pas tellement son truc, et ce qui est normal pour un mariage, en même temps on va pas jeter la pierre. Et donc nous on est sur scène avec, et je crois qu'on est avec il y a Marc-Olivier Fogiel, et pour faire un peu l'animation, on dit vous voulez pas une chanson de Johnny, bon. Et on voit Laetitia qui fait comme ça, un grand signe de non, parce qu'il est un peu, il a fait le signe qu'il est un peu bourré. Et en fait, on était sur l'estrade et on commençait, les guitaristes ont commencé à prendre les notes de toute la musique que j'aime. Et en fait, il s'est levé, il s'est levé difficilement, et plus il se rapprochait de la scène, plus il grandissait. Et quand il est arrivé sur scène, qu'il a pris le micro, il avait dessoulé, et là, il a mis le feu. Voilà, ça, je veux dire que c'est un grand moment. Alors, il y a le jeu dont on parlait, effectivement, vous rêviez d'animer des jeux, et vous avez animé des jeux sur TF1. Un contre 100, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. C'était un grand moment. On s'est malheureusement fait déboîter par une émission qui s'appelle, et qui est toujours à l'antenne d'ailleurs, qui s'appelle Le Dîner Presque Parfait. Énorme succès au début. Nous, on a eu, pareil, 3-4 millions de téléspectateurs, puis on a un peu baissé. Enfin, aujourd'hui, il le regardait parce qu'à 24%, il serait content, mais bon. C'était pas. Non, mais en même temps, vous avez le sens de l'animation du jeu. Vous pouvez tout faire parce qu'aujourd'hui, vous êtes chroniqueur chez Hanouna. Vous pouvez tout faire à la télévision, finalement, Benjamin. J'anime le vendredi aussi. Il manquait le talk show. J'ai fait de très belles interviews sur Europe 1 à l'époque du Love, d'ailleurs. Là, je pense que je suis un animateur quasi complet, ouais. Et un animateur qui a évolué en même temps que la télévision, parce que celle que vous faites aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 20 ans. Rien, mais ça, je dois dire que j'ai eu de la chance, parce que typiquement, Hanouna, ça m'a fait du bien, parce que mine de rien, j'ai 50 ans, et j'étais arrivé à un stade où j'étais finalement un peu moins en prise avec les jeunes, ce qui est normal, mais du coup, avec C8, ça m'a permis de me refaire une clientèle pour 20 ans. Et là aussi, Hanouna, c'est un rythme épuisant parce qu'il faut être là tout le temps. Encore une fois, c'est pas la mine, c'est prenant. Voilà, c'est prenant, mais c'est pas, c'est pas éreintant. Parfois, c'est psychologiquement difficile parce que, surtout maintenant, dès que vous dites un truc en direct, c'est repris, déformé. Surtout déformé. Surtout déformé, mais surtout repris, déformé, où ça, c'est fatigant. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. Mais après, moi, j'ai le même plaisir à faire Hanouna que je l'avais quand je faisais Studio Gabriel. En direct tous les soirs à la télévision française, franchement, c'est un bonheur. Voilà. Et un bonheur aussi, c'est ce livre dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 10 février 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Benjamin Castaldi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benjamin Castaldi, 10 février 2021. Sortie de Je vous ai tant aimé, Montand et Signoret, un couple dans l'histoire au Rocher. Ce livre, c'est un livre de famille pour le centenaire de la naissance de Yves Montand et Simone Signoret, Benjamin Castaldi. La même année, 1921, le 25 mars pour ma grand-mère et le 13 octobre pour Montand. Donc, effectivement, ma grand-mère a épousé 2 fois un Yves, nés tous les deux un 13 octobre.
pas la même année. Donc c'est d'ailleurs pour ça que ma grand-mère appelait son mari, non pas Yves, parce qu'il avait déjà eu un Yves dans sa vie, mais Montand. Voilà. Je vous le dis pour l'anecdote, voilà. Votre grand-mère Simone Signoret, dont on réécoute avec plaisir la voix. Je vais beaucoup mieux qu'hier matin et qu'hier jusqu'à 1h55. C'est-à-dire qu'elle a une voix reconnaissable entre mille. Hein. Ah oui. Enfin, je suis pas la seule à... Mais c'est une voix un peu aidée par la Marlboro. Hein. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vue sans une cigarette, même à la télévision. Vous avez vu, attends, ça aussi, les temps ont changé. Vous avez vu toutes ces photos, toutes les émissions de télé, elle a tout le temps une clope au bec. C'est hallucinant. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Impossible. Alors, ce livre, c'est une biographie, mais aussi un roman, parce que vous avez ajouté des dialogues que vous avez... Alors, les dialogues que j'ai mis, c'est vraiment ce que tout le monde pose la question, à part ceux de la fin qui sont une fiction et pour cause, puisqu'ils sont plus de ce monde, les dialogues du début sont des reconstitutions historiques. Parce qu'on a croisé avec Frédéric Massot, avec qui j'ai fait le livre, on a vraiment croisé les informations qu'on avait d'un côté et de l'autre. C'est comme ça qu'on a pu reconstituer leur rencontre à la Colombe avec ces références aux attaches fines, etc. Ça a été raconté. Voilà. Mais on avait les deux versions. Donc c'est pour ça que le livre commence comme un film. Et alors, tout s'est déroulé parce qu'un jour, Montand a voulu faire une sieste avant de chanter et ça a changé sa vie. Bah oui, mais ça, imaginez. Alors ça, aujourd'hui, une femme vous dirait, venez faire une sieste chez moi. Qu'est-ce qu'on dirait? Ouais. Hein? Franchement. C'est ce que Signoret a proposé à Montand. C'est ce que ma grand-mère a proposé à Montand. Bah oui, mais elle n'était pas farouche. Hein. Non. Et elle est devenue sa première fan. Alors, c'est plus qu'une fan. Je crois. C'est un peu l'enseignement de ce livre. Parce que j'ai retrouvé des lettres d'amour et alors j'en ai fait partager quelques-unes. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Marilyn a été si violent pour elle, c'est que elle était éperdument amoureuse de son mec et éperdument fan de l'artiste qu'il était. Et ça se voit sur les documents d'histoire, sur les vidéos, sur les photos où elle le regarde chanter. Et d'ailleurs, elle dévalorisait souvent un petit peu son métier à elle en disant: moi, actrice, par rapport à lui, quand il est sur scène, par rapport au one-man show, on fait pas le même métier, elle disait. Oui, en plus, elle avait été très marquée par l'enfance d'Yves Montand à Marseille, enfance assez misérable, alors qu'elle a vécu dans une famille bourgeoise à Paris. Ouais, alors elle n'était pas non plus dans l'opulence absolue, mais elle a surtout été soutien de famille assez tôt, puisqu'elle a nourri ses deux frangins, mais souvent, je le répète parce que ça me fait du mal quand on dit que elle était l'intello et que lui était le prolo. Pas du tout. C'était un vrai échange culturel, sociétal. Elle a beaucoup appris de lui et lui a beaucoup appris d'elle, mais l'échange était assez égal. Et je pense que sans Montand, je suis pas certain non plus que sa conscience politique et sociale aurait été la même. Puisque c'est vrai que quand on est élevé à Neuilly, on n'a pas conscience de ce que c'est que d'être ouvrier dans les docks de Marseille. Et vous avez été témoin à plusieurs reprises de ces discussions sans fin, hein, Benjamin Castaldi. Alors j'ai été témoin de ces discussions sans fin, de ces engueulades extrêmement violentes, parce qu'ils s'engueulaient beaucoup. Tout le temps. Oui, tout le temps, peut-être pas tout le temps, mais vraiment c'était... Et c'est vrai que moi j'ai vraiment vu alors il y a eu toute la période où Montand était assez absent, et où je pense que Madame Rosal commençait prodigieusement à le gonfler, on va pas se mentir. Ouais. Toute l'époque où elle avait... une petite tendance à se laisser aller vraiment et à picoler un peu trop, ça l'intéressait plus tellement. Après, il y a cette époque-là où il s'engueulait beaucoup. Après, il y a eu toute la période où ça s'est assagi et toute la fin de sa vie où il a retrouvé sa femme parce que ma mère lui a dit qu'il fallait qu'il prenne le temps de s'en occuper un peu parce qu'elle allait mourir et qu'ils ont été de nouveau tendres. Et moi, je l'ai vu à nouveau. Enfin, je l'ai vu pour la première fois dans le même lit, se tenant la main avec la petite couverture qui allait lui l'enterrer plus tard. Et c'est vrai que ça, c'est des petits moments de bonheur. Et c'est vrai que j'ai un peu les deux facettes avec. J'ai le couple un peu volcanique, et puis j'ai aussi le couple de petits vieux, comme tous les petits couples de vieux du monde. Moi, je pense aussi qu'il n'aimait pas ne pas avoir la vedette. Moi, je me souviens d'un jour où je suis à la roulotte, interviewé Simone Signoret, je fais une longue émission avec elle. Montand arrive, il voit que je m'intéresse pas à lui, il a fait un grand numéro de sortie. Ah oui, bien sûr, mais ça c'était Montand. Montand, quand ma grand-mère fait la nostalgie, il est limite agacé parce qu'il dit quand même, ton histoire c'est un peu la mienne. Oui. Il a pas tort d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que modestement, avec ce livre, je l'ai réuni ensemble biographiquement parlant. Mais c'est vrai que quand elle a fait la nostalgie, qui a été un succès en librairie colossal, c'est plus de 3-4 millions d'exemplaires dans le monde. Hein.
C'est d'ailleurs avec ce livre qu'elle est devenue un peu riche et un peu à l'abri, parce que Bontemps se plaignait un peu aussi qu'elle travaillait pas assez, ma grand-mère, qui faisait lui beaucoup plus bouillir la marmite qu'elle. Mais du coup, elle dit, ah bon, je fais pas bouillir la marmite, tiens, tu vas voir. Et du coup, bim, elle lui a fait le même coup que pour Thérèse Raquin. Voilà, justement. Ah oui, parce que Thérèse Raquin, c'est pareil, elle se satisfait très bien d'être la femme de Bontemps. Hein. Alors, ce qui n'empêche pas d'être une femme libre, mais c'est une femme libre et amoureuse, et elle est amoureuse de son mec, donc elle reste avec son mec. Et quand on lui a proposé le film Thérèse, elle l'a refusé, sauf que Montand l'a mis au défi de l'accepter. Bah oui, parce que Montand rentre dans le salon, il la voit sur le canapé. Comme il pouvait parfois être assez méchant, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? À mon avis, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de foutre encore? Quoi, je suis là. Et il dit, tu travailles pas, donc? Je lui dis, non, je travaille pas. Mais il lui dit, tu travailles pas parce qu'on ne veut plus de toi. Il dit, non, non, pas du tout, parce que je ne veux pas travailler. Il dit, je n'en suis pas sûr. Évidemment, ma grand-mère étant très orgueilleuse, et ayant souvent péché par orgueil d'ailleurs, y compris au moment de l'affaire Marilyn, dit, ah bon, tu crois ça? Et elle prend son téléphone, elle rappelle Becker, et elle fait Thérèse Raquin. Oui, l'affaire Marilyn, on en a beaucoup parlé. Montand vous en a parlé. Il vous a dit, bon, c'était presque un accident. Une passade, un accident. Ça, il a dû coucher 3 fois avec elle. Oui. Mais la presse s'en est emparée. Ah, mais c'est terrible, parce que ça a fait la une de tous les journaux du papa de France, du monde entier. Ma grand-mère a été la cocu la plus célèbre du monde. C'est pas facile. C'est déjà pas facile d'être cocu, globalement, mais la cocu la plus célèbre du monde, ouais, ça... Mais bon... Elle l'a très bien géré. Mais c'est que de la posture, hein. Ça a fait l'objet d'une pièce de théâtre avec Schmitt qu'on a écrite d'ailleurs, qui s'appelle Bungalow 21. C'est que de la posture, c'est que de l'orgueil, parce que je pense qu'elle n'a pas dû voir arriver l'iceberg du tout. Et effectivement, ça attendait sortir qu'une pirouette, mais au final, elle était très malheureuse. Alors, le cinéma, Montand rêvait depuis toujours de faire du cinéma, il en a fait, mais Simone Signoret, au départ, elle fait un peu de cinéma comme figurante pendant la guerre, mais pour gagner sa vie. C'est pas du tout une passion, hein, ma grand-mère, le cinéma. Mais on le comprend à demi-mot, elle était très douée, elle est une grande actrice, mais on le comprend en fait, vraiment, pour elle, c'est vraiment un métier, quoi. Elle est actrice, mais c'est un job, quoi. Oui, mais elle est figurante dans Les Visiteurs du soir de Marcel Carné. Elle reste jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et c'est un déclencheur. C'est vrai, mais c'est pas une passion incommensurable. C'est pas une actrice de théâtre. C'est pas une nana qui a fait. Non, mais il y a eu un film ensuite. Et d'ailleurs, vous citez les films préférés vos films préférés de Simone Signoret. Il y a eu Dédé d'Anvers. Dédé d'Anvers, magnifique. Mais mon préféré, c'est Manège. Manège, j'adore. Les Diaboliques, j'adore. La Veuve Coudert, j'adore aussi. Madame Rosa, je déteste, mais pour des raisons personnelles, parce que c'est vraiment c'est l'image qu'elle envoie terrible. Elle est remarquable, hein, mais c'est très dur pour moi de voir ce film. Et Le Chat, j'ai revu il y a pas longtemps, c'est pas mal aussi. Oui, et puis il y a eu ces fameux Oscars qu'elle a eu, auxquels elle ne croyait pas, parce qu'en plus, comme elle signait des pétitions pour l'URSS, on la disait communiste aux États-Unis. Ouais, après, les mauvaises langues vous diront qu'elle l'a eu aussi, parce que c'était une façon de se réconcilier avec le macartisme, oui. Et que, ayant été mis un peu au rencard, comme quelques artistes pro-communistes, c'est une façon de se réconcilier. L'Académie des Oscars étant quand même assez politisée à l'époque, et ayant d'ailleurs toujours été, elle était remarquable. Mais c'est vrai que la concurrence est quand même lourde. Hein. Doris Gray, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, pas mal. Et on a vu les images où elle est véritablement émue parce qu'elle n'y pensait absolument pas, Simone Signoret, à cet Oscar, Benjamin. Bah oui, mais vous imaginez un Oscar, c'est à Hollywood, c'est pareil. Eux, on est en 61. C'est le paroxysme de leur carrière à eux deux. Lui, il triomphe dans le monde entier. En tant que chanteur, il vient de faire un film avec Marilyn Monroe. À l'époque, il a pris un cachet d'$1 million. C'est une montagne d'argent, 61 millions de dollars. Et on pense ils pensent tous les deux, je pense qu'ils sont arrivés au top de leur vie et que plus rien ne peut leur arriver. Si. Marilyn. Voilà, c'est autre chose. Alors, il y a aussi Montand, donc il rêve depuis toujours de faire du cinéma, et celle qui lui met le pied à l'étrier, c'est Édith Piaf. Ouais. Parce que ils ont 2 ans d'amour, et quand elle le quitte, elle lui fait un cadeau. Elle appelle Marcel Carné pour lui dire: tu prends Montand dans ton prochain film, Les Portes de la Nuit. Ouais. Ce film est un échec. On l'a appelé Les Portes de l'ennui. Ouais. C'est vrai. Mais il y a une chance. Montand, alors, paradoxalement, il a mis un peu de temps à se révéler au cinéma. Il n'est pas très bon, hein, au début. Non, mais il n'a pas confiance en lui. Il est un peu gauche, alors que lui qui est un chat
sur scène. Voilà, il a pas une diction, il a une diction particulière, une petite pointe d'accent encore. Vous le voyez au début dans le Salaire de la peur, il est pas ouf. Hein. Non, et d'ailleurs, il a hésité à le tourner. Oui. Mais j'en reviens aux Portes de la Nuit parce qu'il y a une chanson dans ce film qu'il a chantée sur scène pendant 4 ans sans succès. Et puis un jour, c'est devenu un triomphe mondial. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Les Feuilles mortes, ça a été un triomphe mondial. Ouais, magnifique On chante chanson. partout. Magnifique chanson. Et personne n'en a voulu pendant 4 ans. Oui, mais c'est comme ça fait partie des chansons. Honnêtement, je ne connais pas d'autres interprètes que lui pour Les Feuilles mortes. Et l'interprète aussi, qui se donne beaucoup de mal, vous avez vécu l'Olympia de 81, où tous les matins, à Auteuil, il se réveillait pour faire du sport, pour s'entraîner. C'était une performance physique. Ah oui, il a préparé ça comme un marathonien. Moi, j'allais l'observer en cachette parce qu'il répétait à Auteuil. Et c'était génial d'ailleurs de le voir sur cette scène, parce qu'il s'était fait une scène comme une vraie scène, avec des projecteurs. Il se mettait plein feu dans la gueule pour s'habituer un peu à la lumière. Et surtout, il chantait à tue-tête, quoi. Enfin, à tue-tête, pleinement. Et c'est vrai que moi, je me souviens d'avoir vu chanter les Sœurs de Broadway et d'avoir pris les décibels dans la cage thoracique. C'est un grand souvenir, ça. Oui, c'était fabuleux. Alors, il y a quand même 2 films qu'il ne faut pas oublier. D'un côté, c'est Casque d'or pour Simone Signoret. Énorme flop à la sortie. Hein. Mais un immense succès à l'étranger. Ouais. Elle a eu un prix de la meilleure actrice dans un film en langue étrangère. Ouais. Et puis, il y a Z. Mon temps l'a vécu presque comme une flagellation par rapport à tout ce qu'il avait fait pour l'URSS. Alors, c'est un peu... Alors, Z, Z, c'est ça. Alors, il a un petit rôle dans Z. Oui. Ça se passe... C'est la dictature grecque. Il a 3 films expiatoires, on va dire. C'est L'Aveu, Z et le dernier sur la CIA, dont le nom m'échappe et ça va me revenir, État de siège. Et voilà. Donc c'est vrai que... Mais c'est ça qui est très beau dans la carrière cinématographique de Montand, c'est cette ambivalence que lui a eue. Ma grand-mère a eu du mal à sortir de ses rôles un peu, entre guillemets, de salope ou de putain, comme elle le disait elle-même. Il lui a fallu du temps. Lui, très vite, il est très éclectique. Il est excellent dans la comédie, il est excellent dans les films d'amour, dans les romances, dans les films politiques, il est incroyable. C'est un cas unique aussi d'avoir autant réussi à la fois au cinéma et en chanson. Oui. Alors, il est parti trop tôt. À 70 ans. Mais vous vous dites dans ce livre, Benjamin Castaldi, qu'il était fatigué, qu'il avait envie de partir. Ouais, alors j'ai hésité à écrire ça sur la fin du bouquin, mais en même temps, j'ai été assez honnête avec lui dans le bouquin. J'ai pas eu, avec les deux d'ailleurs, j'ai pas été complaisant avec ni l'un ni avec l'autre. Mais Montand, il a un événement qui lui a fait beaucoup de mal, c'est les 800 000 francs qu'il a pris de TF1. Il s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte, très mal conseillé, et ça a terni. On n'a pas idée à quel point ça a terni la fin de sa vie. Parce qu'il a perdu d'un coup beaucoup de crédibilité. Il devenait ça le descendait vraiment de son piédestal. Il a ramé avec ça. Après, il a fait un choix de cinéma qui n'était pas ouf. Netchaïev est de retour, c'est pas un chef-d'œuvre. Trop place au 26, c'est une catastrophe. Moi, j'ai adoré IP5, mais c'est un film qui m'a incompris. En plus, à l'époque, ces abrutis qui ont dit que c'était Benex qui avait tué Montand, ce qui est une connerie monumentale, je le redis. Montand, il fallait pas le pousser pour aller à fond dans un rôle. Hein. Donc s'il a voulu aller à poil dans un étang, c'est parce qu'il avait envie de le faire, sinon il l'aurait pas fait. Benex l'a certainement pas assassiné, c'est un grand réalisateur, Benex. Il a fait un très beau film, mais c'est vrai que je l'ai senti... Il a décliné et je le sentais fatigué. Je l'ai senti revigoré avec l'arrivée de son fils. Mais il était fatigué, ouais. En tout cas, il y a plein de révélations et de moments très émouvants dans ce livre. Je vous ai tant aimé, qui nous rappelle Montand et Signoret, et il ne faut pas les oublier. Merci d'avoir écrit. Merci à vous. Bravo pour les recherches. Vous voyez, quand on est bon en interview, on est bon, voilà. Pour les gens de la graine, les petits jeunes là qui ne lisent pas les bouquins, qui ne préparent pas une interview, c'est quand même meilleur quand on a préparé son travail. En tout cas, c'est un bonheur de vous avoir reçu et de l'avoir lu. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.